Aujourd'hui en France, on estime entre 150 000 et 200 000 individus qui vivent du cannabis illégal. À titre de comparaison, il y a autant de salariés chez Intermarché, SNCF ou EDF. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Chanvrissimo, la chaîne de toutes les applications du chanvre. Il est grand temps de considérer que c'est une filière à part entière et que nos politiques, nos lois, notre état d'esprit doivent maintenant se tourner vers cette manne financière. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'emploi et donc d'économie. Le cannabis légal, celui de la santé bien-être, de l'industrie, de l'agriculture, ça représente combien de personnes, combien d'emplois? D'autres pays voisins ont déjà de l'avance sur le sujet et cela représente 211 000 salariés aux États-Unis ou 150 000 salariés au Canada. Et si vous tapez chanvre sur un moteur de recherche d'emploi, vous verrez apparaître tout type de jobs dans divers domaines. Le marketing, la vente, la recherche et le développement, les ressources humaines, la logistique. Cela représente environ 6 000 personnes qui bossent pour 5 millions de consommateurs. Et ça, ce n'est que le marché du CBD. En réalité, la filière globale est bien plus grande. Parallèlement au segment du CBD, on trouve toute la partie chanvrière créatrice de béton, d'isolation, de textiles et de plastique. Elle regroupe quant à elle des agriculteurs, des industriels qui transforment la matière végétale pour en faire des matériaux de pointe. Si vous ajoutez tous ces travailleurs, c'est 1500 producteurs et 200 d'employés. Aujourd'hui, c'est peut-être dérisoire, mais le potentiel du secteur est juste gigantesque. Mais que s'est-il passé pour que la France décide de se priver de cette manne économique et pourquoi? Nous allons en parler avec une historienne spécialiste des psychotropes et leur évolution dans l'histoire. Bonjour Zoé Dubus, peux-tu te présenter en quelques mots à nos spectateurs? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de l'invitation à venir présenter mes recherches ici. Donc, je suis historienne de la médecine et plus spécifiquement, je suis spécialisée dans l'histoire des psychotropes. Donc, j'essaye de comprendre comment nos représentations vont évoluer à l'égard de entre le 19e siècle et aujourd'hui en France. Peut-on faire un focus sur la situation en particulier concernant le cannabis en France avant la prohibition? Alors, avant la prohibition, on est à la fin du 19e siècle. Et là, le cannabis, c'est pas du tout de condamnation morale quant à son usage. C'est une substance qui est employée notamment en médecine, même si petit à petit, les médecins arrêtent de l'employer parce que la médecine par les plantes, c'est une médecine qui est un peu ancienne, archaïque. Les médecins, ils aiment bien maintenant injecter les substances. Donc, ils l'utilisent de moins en moins à la fin du 19e siècle. Mais c'est aussi une production agricole qui est très importante, la production de chanvre en France. Et on estime à ce moment-là qu'il y a environ 200 000 hectares de chanvre qui sont produits, qui sont cultivés en France. Très bien. Mais alors, quels sont les usages en fait du chanvre à cette époque? Les usages, ils sont très divers. On l'utilise pour produire du papier, pour produire des cordes, des voiles, des ficelles, des textiles différents. Donc il y a vraiment un usage qui est très diversifié, mais qui petit à petit est en train de décliner parce que notamment l'un des pôles les plus importants de l'agriculture chanvrière, qui est la production de cordes et de voiles pour la marine, qui est donc la marine à voile avec des voiliers, est en train de décliner. On est en train de passer à la marine à vapeur. Et donc on a moins besoin de chanvre, mais voilà, on l'utilise quand même dans plein d'indications différentes. Et donc, à partir de quelle année les choses tournent mal pour le cannabis et pourquoi d'ailleurs?
Alors tout va changer en 1916. En 1916, la France va voter la première loi qui interdit l'achat de certaines substances psychotropes sans disposer d'ordonnance médicale. C'est une loi qui intervient dans un contexte très particulier. En 1916, ça fait 2 ans que la France est en guerre contre l'Allemagne et les États-Unis, qui sont son principal allié, ne viennent pas les aider. Donc, les États-Unis, à ce moment-là, eux, ils sont depuis plusieurs années dans une démarche de prohibition à l'échelle internationale. Ils essayent de faire voter des lois pour interdire l'usage des psychotropes, tous les psychotropes, alcool compris. Or, jusqu'à présent, la France et les autres pays n'ont pas du tout envie d'adopter une législation comme celle-là. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de problème sanitaire lié à l'usage de ces produits, à part l'alcool. Et puis surtout parce que les pays européens, ils sont colonisateurs et donc ils font beaucoup d'argent grâce à la vente, notamment de l'opium et du cannabis, dans les colonies. Pour vous donner un exemple, la vente de cannabis au Maroc, ça représente 1/3 des revenus de la régie de ce pays-là pour la France. Donc il n'y a aucun intérêt à adopter ce type de législation. Mais en 1916, la France, elle est coincée. Donc elle va dire aux États-Unis, voilà, on fait ce que vous vouliez, on fait voter cette loi, mais en retour, venez nous aider. Et donc en 1916, on interdit l'achat de la morphine, par exemple, de la cocaïne, de l'héroïne. Et puis on ajoute le cannabis dans cette liste. Et c'est très bizarre parce qu'en France, à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun problème avec le cannabis, on n'en parle pas du tout. Donc le fait que ça a été intégré dans la liste des stupéfiants, ça nous montre vraiment qu'il s'agit d'un geste d'amitié à l'égard des États-Unis pour dire, voilà, on fait ce que vous attendiez, parce qu'en fait, à ce moment-là, les États-Unis se lancent dans une propagande raciste dans laquelle ils décrivent les populations noires qui consomment du cannabis comme étant rendues complètement folles, ils deviennent des criminels ultra-violents, et donc il faut spécialement interdire le cannabis en priorité. Voilà, donc ça nous renseigne sur le fait que cette prohibition-là, elle est liée à des enjeux politiques et pas du tout sanitaires comme on pourrait le croire, et ça marche puisque les États-Unis rentrent bien en guerre à ce moment-là. Oui, c'était à des fins stratégiques militaires, en fait, effectivement. Et comment ça se passe alors concernant les cultures de chanvre, tant dans le domaine de l'agriculture et industriel? Y a-t-il des lobbies exerçant une pression sur la culture du cannabis à ce moment-là? Alors, à partir de 1916, du coup, le cannabis est diabolisé et ça va se répercuter aussi sur le chanvre qu'on considère de plus en plus négativement. D'autre part, il y a aussi des évolutions qui se poursuivent dans la société. On a parlé des changements de la marine à voile qui devient de la marine vapeur, mais il y a aussi des changements au niveau beaucoup plus individuel. Par exemple, toi là, tu n'as pas de ficelle sur toi, je suppose, moi non plus. Et en fait, la ficelle donc produite en chanvre, c'était un élément essentiel des populations jusqu'au début du XXe siècle, parce que ça permettait d'emballer les choses et du coup de les transporter. Bon, ben, petit à petit, on va changer d'usage et on va se mettre à utiliser des agrafes métalliques, par exemple, et puis ensuite des sacs en plastique, et donc on n'a plus besoin de chanvre. Par ailleurs, la culture, la production agricole du chanvre, comme elle est en train de décliner, ben, il n'y a pas de progrès technique. On est toujours sur une agriculture ancienne où on arrache le chanvre à la main, donc c'est très difficile, c'est pénible, c'est fatigant. Les agriculteurs ont beaucoup de mal à recruter des ouvriers pour faire ce travail-là. En plus, on utilise toujours une technique pour séparer les branches des tiges qui s'appelle le rouissage, qui consiste à plonger les branches dans de l'eau, dans des rivières pendant au moins 9 jours. Donc là encore, c'est très fatigant. Et puis, ça fait des odeurs très fortes qui sont qualifiées par les riverains de pestilentielles. Et du coup, avec cette prohibition du cannabis, cette diabolisation, les populations s'inquiètent de ce que les émanations de ce rouissage puissent être toxiques. Enfin, il y a aussi un contexte commercial avec la mondialisation qui s'accentue. Il y a une grande diversité de fibres, qu'elles soient naturelles comme le coton ou synthétiques comme le nylon, qui sont disponibles. Donc ça met le chanvre en concurrence. Mais en plus, il y a des lobbies américains qui vont aussi peser de tout leur poids pour favoriser le coton et le nylon. Dis-moi, la culture, c'est pourtant bien maintenu à ce moment-là. Oui, alors la culture s'est maintenue qu'un à un. Dans les années 60, il y a quand même beaucoup de gens qui s'inquiètent de ce que cette culture puisse disparaître, alors que c'était une culture traditionnelle, millénaire en France. Donc, il y a différents acteurs et actrices, on parle à ce moment-là de culture moribonde, on n'en est plus qu'à 600 hectares qui sont cultivés en France. Donc il y a des acteurs et des actrices qui vont se mobiliser
pour essayer de la sauver, de la maintenir en tout cas, donc notamment la Fédération nationale des producteurs de chanvre qui vont orienter leur production exclusivement sur le papier pour essayer de la sauver, et puis l'État aussi qui va financer notamment la recherche pour qu'on invente des nouvelles manières de produire le chanvre de manière mécanique, qu'on abandonne aussi la technique du rouissage dans l'eau. Alors l'État français, quel intérêt il a à faire ça? Bon, d'abord c'est en partie pour sauver une culture traditionnelle française, mais aussi et surtout parce que dans la Sarthe, qui est le département dans lequel on produit en majorité le chanvre, bah, le fait que cette culture elle soit en train de disparaître, ça met beaucoup de gens au chômage et il y a un exode rural très important en fait dans ce département de gens qui fuient pour aller trouver du travail ailleurs. Donc, la culture du chanvre s'est un petit peu maintenue. Avec le tournant écologique dans les années 90, eh ben, il y a des petits producteurs de plus en plus nombreux qui se sont mis à reprendre cette culture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est le premier producteur européen de chanvre, mais il y a 70% de cette production qui est exportée. Alors, comment se fait-il que nous soyons toujours dans un système de prohibition alors qu'on est le premier producteur européen? C'est vraiment très paradoxal et on est en ce moment dans un moment de transition. On est en train de passer de décennies de propagande prohibitionniste qui a beaucoup marqué les générations précédentes, dans laquelle on présentait le cannabis et du coup aussi le chanvre comme des substances vraiment très néfastes qu'il fallait surtout pas utiliser. Et c'est très difficile de changer nos représentations en fait. C'est très difficile de passer d'un discours qui nous dit attention, le cannabis est extrêmement dangereux, il va vous rendre fou, il va vous rendre débile, il va vous tuer et en plus si vous en achetez, vous risquez d'aller en prison, à un discours qui dit finalement c'est une substance qui est intéressante, qui n'est pas si dangereuse que ça, qui pourrait avoir des intérêts thérapeutiques, qui pourrait créer de l'emploi, etc. Il y a une inertie dans nos représentations, en particulier quand ces représentations elles sont négatives. Ce qui fait que au niveau politique, c'est très risqué de prendre position pour dire il faut qu'il y ait une évolution de la loi. Mais c'est quelque chose qui va se passer dans les prochaines années. Il y a une nuance qui est en train d'arriver. Et puis, on sait déjà que ça s'est déjà passé, en fait, avec une autre substance psychotrope qui est la morphine. La morphine, elle subit exactement le même processus de diabolisation que le cannabis en 1916. Elle fait partie de la liste des stupéfiants. Et en fait, ça conduit à son abandon presque total en médecine en France tout au long du XXe siècle. Et c'est seulement à la fin des années 80, au début des années 90, qu'elle va être réhabilitée, au point qu'aujourd'hui, on a complètement oublié que la morphine, c'était dans les représentations des gens du XXe siècle, l'une des drogues les plus dangereuses qui soit. Voilà, donc nos représentations, elles évoluent, elles vont évoluer pour le cannabis aussi, mais c'est vrai que là, on est dans ce moment un petit peu transitoire. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est de voir à quel point une décision qui a été prise dans un contexte très particulier, politique en 1916 pendant la guerre, va avoir comme ça une incidence sur la manière dont on va concevoir le cannabis et le chanvre jusqu'à aujourd'hui en fait. Ah oui, c'est impressionnant et vous êtes tous peut-être fait opérer comme moi et heureusement qu'il y avait la morphine parce que je ne sais pas si je serais là en train de vous parler. Mais merci Zoé pour tous ces éclaircissements et de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et d'avoir pris la peine d'éclairer notre lanterne, si j'ose dire. Alors, évidemment, merci pour cette conclusion. Évidemment, vous pouvez donc suivez-nous en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur le petit bouton, la petite cloche et en mettant un pouce pour liker notre émission. N'hésitez pas donc à mettre tous vos petits commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt sur Chanvrissimo.